Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, le roi du Maroc, Mohamed VI, champion de l'Union africaine sur le thème des migrations, présente son dernier rapport sur le sujet. Quel est le contenu, quelles sont les grandes lignes de ce rapport ? D'abord, c'est un rapport qui vient à un point nommé puisque la question migratoire est au cœur des débats, non seulement à l'intérieur de l'Afrique, mais entre l'Afrique et ses partenaires. Depuis sa désignation par les chefs d'État comme champion du continent sur cette question, Sa Majesté le Roi a essayé d'apporter une approche lucide et opérationnelle. Lucide pour montrer d'abord que la question migratoire est mal posée lorsqu'il s'agit de l'Afrique. D'abord, il y a des confusions entre migrants, déplacés internes, réfugiés. Deux, il y a un raccourci qui lie la migration en Afrique à la pauvreté, alors que maintenant, plus de 80 millions d'Africains quittent leur foyer pour des raisons liées au changement climatique, plus qu'à la pauvreté. Trois, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés sur cette question-là. Dans l'ampleur de la migration africaine, on essaie de présenter une sorte de déferlement africain sur l'Europe, alors que la réalité, c'est que l'Afrique ne représente que 12% de la migration vers le continent européen. Les Africains circulent d'abord dans leur continent. 86% de la migration africaine se passe en Afrique. Et les pays africains sont les premiers à recevoir d'autres Africains. Donc il y a d'abord une lucidité. Comment approcher le phénomène loin des stéréotypes, loin des exagérations. Loin des idées reçues que l'on peut avoir sur cette question des migrations. Voilà. Et justement, Sa Majesté, parmi les propositions qui sont soumises, et qui seront déjà opérationnelles très bientôt, c'est la mise en place d'un observatoire africain sur la migration. Aujourd'hui, l'Afrique manque de données, manque d'études, manque de compréhension de ce phénomène-là. L'observatoire sur la migration qui sera mis en place au Maroc travaillera selon une logique comprendre, anticiper et agir. Il faut d'abord qu'on comprenne les dynamiques de la migration africaine. Pourquoi le jeune Africain quitte son pays ou son continent? Quelles sont ses motivations? Quelle route il prend? Quels sont les réseaux qu'il utilise? Quelles sont les destinations premières? Si on ne comprend pas le phénomène, on n'apportera pas des solutions adéquates et on restera à la merci de ces stéréotypes développés par malheureusement des médias qui ne sont pas nécessairement africains et qui ont pris en otage cette question. Et donc c'est un travail d'abord de démystification et après d'un appel à une action concertée. Pour Sa Majesté le Roi, toute approche de la question migratoire doit d'abord être nationale. Chaque pays doit avoir une politique migratoire nationale. Deux, il faut une coordination sous-régionale entre les différentes sous-régions africaines. Trois, il faut une approche continentale. Et quatre, il faut une interaction avec les partenaires de l'Afrique, une interaction décomplexée. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut donc aussi que l'Union africaine s'approprie vraiment cette question des migrations. Bien sûr, et c'est l'objectif de cet exercice. C'est que l'Union africaine ne soit pas juste consommatrice de données qui viennent d'ailleurs ou en réaction à des propositions qui viennent d'autres partenaires. Juste un exemple, les revenus de la migration. Dans le monde, c'est à peu près 500 milliards de dollars de fonds que les migrants envoient à leur continent d'origine ou à leur pays d'origine. L'Afrique ne reçoit que 10% de ces transferts de migrants et la cause, c'est les frais de transfert qui sont encore très chers pour les migrants africains. Donc la migration peut également être un levier de développement il y a la question de la fuite des cerveaux, qui est aussi une problématique importante. Sur toute cette thématique du développement d'ailleurs, il y a un autre sujet important pour l'Union africaine, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Quelles sont les attentes du Maroc avec le lancement de la ZLECAf? Sa Majesté le Roi, dès le départ, a encouragé cette initiative parce qu'elle s'inscrit dans cette Afrique que nous voulons. Cette Afrique
pour laquelle Sa Majesté a milité et pour laquelle Sa Majesté a fait beaucoup de discours pour dire l'Afrique doit se décomplexer, l'Afrique doit faire confiance à elle-même et l'Afrique doit s'organiser. Donc on ne peut qu'encourager cette initiative. Après, il faut qu'on soit là aussi très rationnel. Il faut qu'on construise, il ne faut pas se précipiter. Mettre en place une zone de libre-échange, ça prend des années, notamment en raison de l'asymétrie entre les économies africaines. On fait une zone de libre-échange entre l'Afrique du Sud et la Somalie, entre le Burundi et le Maroc. Il y a des niveaux de développement, de niveaux... C'est-à-dire que tous les pays ne sont pas prêts pour l'instant Le pire, c'est que la zone de libre-échange, au lieu qu'il bénéficie au Made in Africa, l'Afrique sera juste un lieu où des usines étrangères vont s'installer et utiliser le marché africain pour leur propre commerce. La zone de libre-échange doit faire partie d'une logique de promouvoir le produire en Afrique, les produits africains, le commerce interafricain. Il y a des obstacles en termes d'infrastructures. Pour faire une zone de libre-échange, il faut des aéroports, il faut des autoroutes, il faut des ports, il faut des codes et des procédures de douane qui doivent être harmonisées. Donc l'objectif est louable, il est important, il est fondamental pour l'avenir de l'Afrique. Sa mise en œuvre ne devrait pas se faire dans la précipitation. Au contraire, il doit se construire sur des bases solides, à la fois en termes de vision, mais également en termes de modalités. Les règles d'origine est une autre question importante dans ce cadre-là. Alors, l'un des obstacles, justement, à la mise en œuvre de la ZLECAf, il y a aussi la sécurité. Justement, pour parler de la sécurité, l'Union africaine a placé l'année 2020 sous le thème « Faire taire les armes ». En Afrique du Nord, la crise sécuritaire se situe principalement en Libye. Vous vous êtes toujours prononcé pour une solution de crise par les Libyens eux-mêmes. Vous devez donc être, j'imagine, satisfait de cette idée de forum interlibyen qui a été entériné par l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité. Oui, le Maroc a toujours été favorable à ce que la solution soit pour les Libyens et par les Libyens. Et le Maroc l'a déjà expérimenté dans le cadre des accords de Skhirat, qui sont aujourd'hui le seul cadre politique agréé par tous les Libyens et endossé par le Conseil de sécurité. Ce n'était pas une conférence internationale, c'était un espace où les Libyens se sont eux-mêmes mis d'accord sur des pistes d'une transition. Nous pensons qu'il y a 3 niveaux. Il y a un cessez-le-feu qui est nécessaire pour que la stabilité revienne à la Libye. Il y a une transition politique qui doit se faire à travers les discussions interlibyennes et l'envoyé personnel du secrétaire général est en train de piloter cet exercice et le Maroc l'accompagne dans cet exercice. La réconciliation, c'est une phase ultérieure importante pour consolider les arrangements qui sortiraient du dialogue politique interlibyen. Donc, toute contribution à ce que les Libyens se parlent, à ce que les Libyens avancent vers des solutions est à encourager. Et c'est pour cela que le Maroc a été à Brazzaville, le Maroc a encouragé, et le Maroc a attiré l'attention que laissons les Libyens loin des interférences externes. Monsieur le ministre, pour terminer, une question plus marocaine. Cette fois, vous avez récemment déclaré que le cadre onusien restait le seul et unique cadre pour trouver une solution à la question du Sahara marocain. Qu'est-ce que cela implique ? Ça implique que les interférences, là aussi, les instrumentalisations doivent s'arrêter. Vous savez, pendant les années où le Maroc a été absent de l'Union africaine, l'organisation a été instrumentalisée pour développer des versions, développer un récit, développer des décisions qui sont en déphasage avec la réalité de ce différend régional. Aujourd'hui, avec le retour du Maroc, le Maroc pousse l'Union africaine à reconnaître une situation. Il y a un cadre qui est à New York. L'Union africaine est là pour soutenir ce cadre. Et le cadre à New York est déjà défini avec les acteurs, notamment l'Algérie, avec la perspective de solution qui ne peut être que dans le cadre du respect de la souveraineté du Maroc et avec un accompagnement qui est celui des Nations Unies. Alors, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a d'ailleurs indiqué que la Troïka de l'Union africaine apporterait son soutien au processus mené par les Nations Unies. C'est donc un soutien de l'UA
à ce processus. Est-ce que c'est un soutien essentiel pour vous, vous qui préférez le cadre onusien? D'abord, je pense que les paroles du président de la Commission sont des paroles pertinentes parce qu'il se réfère à une décision qui a été prise par les chefs d'État de l'Union africaine à Nouakchott, où ils se sont mis d'accord de reconnaître la prééminence, l'exclusivité du cadre onusien et de donner à l'Union africaine, comme pour toutes les autres organisations régionales, un rôle d'accompagnement. Le Maroc voit l'Union africaine comme les autres organisations qui peut s'informer, qui peut encourager, mais qui ne peut jamais développer un processus parallèle ou développer des versions de solutions. C'est le Conseil de sécurité qui décide, d'autant plus que là, les 2/3 des pays africains aujourd'hui ont une position favorable à la marocanité du Sahara. Le Marocain est résolument tourné vers l'Afrique aujourd'hui, on peut dire avec une dimension panafricaniste. Quel regard portez-vous sur la chaîne Africa 24, chaîne panafricaniste? D'abord, l'intérêt du Maroc pour l'Afrique, c'est plus qu'un intérêt, c'est une conviction d'un roi. Il faut reconnaître que le premier reportage d'Africa 24 a été à l'occasion d'une visite africaine de Sa Majesté le Roi. Et donc, bien sûr, l'Afrique, comme elle a besoin d'avoir son récit, elle a besoin de développer son image. Et des chaînes comme Africa 24 sont des instruments fondamentaux pour le continent, pour qu'il façonne lui-même son image, qu'il maîtrise son actualité, pour que cette Afrique décomplexée, cette Afrique que nous voulons fière, soit également au niveau des médias, au niveau de l'audiovisuel, et Africa 24 est leader dans ce domaine-là. Merci, Monsieur le ministre des Marocains, des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.